Chaque troisième vendredi du mois, c'est l'heure de retrouver les trois sorciers de Smart Bourse. C'est une échéance exceptionnelle puisque c'est une échéance trimestrielle et la dernière échéance de cette année 2022. Jean-Luc Hussac est avec nous, Perceval Finance Conseil. Salut Jean-Louis. Merci d'être là. Philippe Béchade nous accompagne, président des Éconoclastes, rédacteur en chef notamment de la Bourse au quotidien. Hello Philippe. Hello. Merci d'être là. Et Romain Dobré avec nous évidemment. Bonsoir Romain. Bonjour Grégoire. Membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bilan de cette échéance avec vous pour commencer, Romain. Je disais, une échéance dont le bilan est négatif. Tout s'est joué dans les 48 dernières heures. Ah oui, effectivement, sinon on était quasiment à l'équilibre il y a 2 jours. Et l'accélération a eu lieu avant-hier, effectivement. Alors sur fond de banque centrale, mais sur fond d'éléments techniques, à mon avis aussi un peu, parce qu'on a vu dès le 14 se mettre en des positions ouvertes fortes sur l'Eurostoxx notamment. Et puis des décalages intéressants aussi du côté de la volatilité sur le S&P. Le S&P était en haut et la volatilité aussi. Normalement, on dit que la volatilité évolue dans le sens inverse des marchés. Et là, ça n'était pas le cas. Donc, des opérateurs qui étaient très prudents avant les rendez-vous de l'inflation, du discours de Jérôme Powell mercredi soir et puis de l'intervention de Christine Lagarde jeudi après-midi. Donc, des opérateurs plutôt prévenus, même si le discours a tapé un peu plus fort qu'attendu. Première petite alerte mercredi soir, et puis effectivement, alors moi je ne sais pas si c'est Christine Lagarde qui a enfoncé le clou, parce qu'à 14h15, quand on a eu la décision sur les taux, on a touché un niveau d'alerte et on est passé en dessous. Et les indices sont passés en dessous. Alors on pourrait toujours imaginer qu'il l'aurait invalidé ensuite, mais tous les grands indices sont passés sous leur niveau d'alerte à 14h15 avant le discours. Donc apparemment les opérateurs avaient un peu choisi le sens. Je pense qu'il y avait pour ça que je pense qu'il y avait pas mal d'éléments techniques qui ont alimenté ce retracement finalement Le statement était déjà très dur. Hein. Voilà. Mais voilà, avant même la conférence de presse de Christine Lagarde, dans le statement publié à 14h15, il y avait déjà des éléments. Il y avait déjà des éléments pour prendre les décisions. On était au bord du gouffre. Et donc 2,84% de baisse dans la foulée, 188 points. Après une échéance de novembre qui a vu une progression de 10,43%. Donc c'est plutôt normal, sain et légitime. Elle n'arrivait pas à se mettre en place cette consolidation. On a passé quasiment un mois dans un petit trading range en haut de marché et donc c'est plutôt sain que le marché consolide un peu. Pour l'instant, il le fait de façon extrêmement propre, extrêmement technique, en tout cas en Europe. Sur les indices européens, on n'est pas loin ou quasiment au point près sur les cibles idéales. Sur les indices américains, il y a encore un peu de place. C'est ça le problème dans la lecture actuelle du marché. Il y a encore 3-4% de consolidation complémentaire sur le S&P, par exemple, pour aller valider, toucher les cibles graphiques données par les mouvements de baisse. Alors que sur l'Eurostoxx, on y est quasiment, sur le CAC 40 à 10 points près aujourd'hui. Voilà. Alors on a encore un peu de place pour consolider. C'est toujours cette idée que bon, la dynamique était rompue, on le savait depuis quelques temps. Le mouvement baissier n'était pas déclenché, il l'a été hier. Maintenant, il va falloir quelque chose pour l'invalider ou non. Et pour l'instant, on a des niveaux cibles majeurs qui vont être bien identifiés par le marché. Moi, j'y vois plutôt un signal positif globalement, oui. C'est intéressant. Hein. Non, mais à ce stade, c'est un retracement technique. Et ce n'est pas un renversement de tendance qui nous amènera à effacer, par exemple, tout le rallye qu'on a connu en octobre-novembre. Non, il n'y a pas ces éléments-là. Les structures de retournement elles-mêmes sont petites. C'est une figure très propre sur l'indice CAC 40. On l'a pressenti mercredi en se demandant, avec l'alerte du pic de mardi, on a fait une accélération haussière mardi à la publication des chiffres de l'inflation, et puis un retournement en fin de séance. Sur les indices européens, ça se voit moins sur les indices américains où il y avait des bougies d'indécision. C'est vrai. Mais ce pic haussier, cette accélération haussière et ce retournement en fin de séance, ça donne ce qu'on appelle des mèches en haut de marché. C'est jamais très joli sur une bougie, donc ça donnait un petit warning. Il a été validé à la rupture de 6636 sur le CAC 40, qui était vraiment un niveau observé par le marché. Je vous dis, on attendait au-dessus avant la publication de jeudi à 14h15, et l'accélération s'est faite ensuite. Donc, ça reste très technique, hyper propre, et la cible à quelques points près. D'ailleurs, on n'est pas allé la chercher exactement, c'est aussi un signe de force. Premier palier hier, deuxième palier aujourd'hui, c'est extrêmement propre et millimétré pour l'instant. Alors, il y a aussi le phénomène de fin d'année, j'imagine qu'il y a moins d'opérateurs dans le marché. Il y a le fait que tout le monde attendait cette consolidation depuis plus d'un mois. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui seraient contents de pouvoir rentrer sur des points d'entrée intéressants. Il va falloir un peu d'éléments et de drivers. Je ne suis pas sûr qu'on prenne beaucoup d'initiatives d'ici la fin de l'année. Sur les prochains jours, oui. Il y a quelques publications macroéconomiques la semaine prochaine, mais ce n'est pas énorme. Je pense que le prochain gros rendez-vous, c'est à partir du 13 janvier.
13 janvier, début des publications pour le 4e trimestre des bancaires aux États-Unis. Il y a une très grosse journée avec JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock et Citi dans la même journée. Et je pense que ça va donner le ton pour un mouvement différent. Et c'est plutôt sain qu'on ait retracé avant ce rendez-vous, avant ce rendez-vous du 13 janvier qui marquera le début de la saison des publications de résultats microéconomiques qui sont toujours une nourriture importante pour les investisseurs. C'est plutôt sain qu'on consolide avant ce rendez-vous. Ben oui, parce que si on part de l'idée que la psychologie des investisseurs qui a fait que beaucoup sont passés à côté du rallye, forcément. Alors, je sais qu'une grande partie des investisseurs restent investis, que certains en ont profité, mais d'autres ont allégé. Et puis, le marché a continué à progresser. Le rallye était quand même important. Et on sait qu'il y a du cash disponible. Les hedge funds sont sous-investis, nettement. On sait qu'il y a pas mal de scepticisme encore de la part des gestions. Il suffit de les écouter sur la hausse en question. Et donc, beaucoup veulent en revanche intervenir plus bas. Donc, qu'un marché tire comme ça fait des entrées obligatoires sur le marché. C'est ça qu'on franchit des niveaux, même s'il y a beaucoup de gérants qui fonctionnent avec de la macroéconomie. Tout le monde regarde les charts aujourd'hui. Si on passe certains niveaux, ça fait des entrées obligatoires. Et ça met le marché dans une structure fragile. Ouais. Là, on a... C'est le pain trade, quoi. On est obligé d'acheter dans la douleur pour essayer de rester dans la course. Exactement. Et donc ça, c'est des mains fragiles. Ce sont des mains fragiles. Et en même temps, personne n'avait envie de payer ces points hauts, puisqu'on voyait qu'on arrivait sur des niveaux charnières et clés sur la plupart des grands indices. Sur le S&P, c'est une oblique baissière qui est active depuis le début de l'année, qu'on n'a pas réussi à déborder. Le marché l'a parfaitement vu, situé autour de 4100 points. Il y avait donc... voilà. Heureusement qu'on n'a pas débordé ces niveaux-là sans élan et sans inertie. Si on avait été s'installer au-dessus, la construction a été plus gênante au-dessus. Là, on baisse avec une volatilité qui reste relativement tendue. On est sur l'indice VIX, toujours en zone d'alerte. Donc, entre 21,50 et 28, c'est le niveau d'alerte. Il y a une médiane dans ce trading range, c'est 24,60. On est resté sous 24,60, c'est-à-dire qu'on n'est pas en alerte forte, mais on est quand même en zone d'alerte. On n'est pas repassé en optimisme ni en vigilance. Donc les opérateurs restent couverts, et c'est le cas, on le voit sur les indices. On entame l'échéance des marchés dérivés de janvier sur le CAC 40 avec un niveau de couverture qui est de 2 options de vente pour une option d'achat. Il y a une très petite position ouverte, mais on est prudent, on est déjà couvert pour entamer l'échéance. On est déjà protégé. Et si on a vu de l'intérêt se construire, il n'y en a pas eu beaucoup. Il s'est toujours construit à la faveur sur le futur de hausse plus que de baisse. Jean-Louis, alors c'est toujours impressionnant, hein, ces phénomènes d'accélération là, sur quelques heures, quelques jours du marché, à la baisse en l'occurrence depuis 2-3 jours. Néanmoins, est-ce que vous validez l'idée que c'est un retracement technique en bon ordre qui pour l'instant n'invalide pas la tendance qu'on observe encore une fois depuis la fin du mois de septembre sur les indices européens et sur le CAC notamment? Alors sans aucun doute, et le mois dernier ici même, nous disions tous qu'un retracement jusqu'à 6450, 6420, enfin moi je vais donner ce niveau, serait tout à fait logique. Alors c'est vrai qu'on est allé chercher un petit peu plus haut, donc je l'avais remonté dans le tout petit cran, 6450, 6480 peut-être, mais on est allé à 20, quoi, à peu près là. Et donc oui, tout est logique, c'est violent, donc c'est ce qui fait que... c'est impressionnant parce que tout le monde va dans le même sens au même moment. La question, quand on est à 6007, c'est si on va chercher 6450, il faut un élément nouveau, une news qui provoquera ce mouvement de baisse. Et au moment où cette nouvelle tombe, donc là, c'est le fait que les politiques monétaires seront plus restrictives, avec des taux donc peut-être plus hauts, plus longtemps. Bon, c'était anticipé aussi ça. Hein. D'ailleurs, beaucoup disaient, mais le marché ne price pas ce genre de possibilités. Là, c'est annoncé. Bon, alors, mais est-ce que c'est une surprise ? C'était dans les probas. C'était dans le champ des possibles. Oui. C'était 50-50. Il faut pas. Et le marché, lui, il était à 80% haussier. On va dire, c'était un peu. C'est là où il y avait une divergence entre le prix et les perspectives, en tout cas les news potentielles. Donc, quand il y a cette news qui tombe, il n'y a plus personne. Donc, c'est pour ça que c'est violent, parce qu'en fait, les acheteurs potentiels sur repli, les hedges, tout ce que tu veux, les gérants qui ne sont pas suffisamment investis, ils ne vont pas se précipiter non plus. Ils se sont dit, bon, je suis passé pour un imbécile parce que le marché a payé 6008 et moi, j'ai pris mes précautions. On ne peut pas lui jeter la pierre. Et il revoit 6400, il se dit, j'ai peut-être une chance de cette fois-ci d'upgrader ma performance, en tout cas ma surperformance par rapport à l'indice, donc je ne vais pas me précipiter. Alors, en effet, moi, 6420, c'est un niveau d'entrée, théoriquement, mais je pense qu'on n'a pas eu ces entrées. D'ailleurs, on voit les volumes qui sont toujours très faibles.
Même au niveau de ce midi, lorsqu'il a eu l'échéance, l'Eurostoxx, on a augmenté quoi ? On a fait 1 milliard de plus là, à ce moment-là, mais ce n'était pas très important. Et donc c'est pour ça qu'on peut glisser, pour moi, c'est pour l'instant la gestion du pire sans remise en cause de la tendance. C'est 6370. Voilà. Pour moi, c'est le point important. Dessous, biais baissier. Voilà. Enfin, au début, déjà, on avait un biais baissier. Dessous, on se pose des questions, quoi. Dessous, moi, j'attaque à la baisse. Mais bon, après, on verra. Et je suis prêt à... Et là, ça arrive. Si vous voulez, le problème, c'est que ça arrive au moment de l'échéance trimestrielle. Donc, ça ajoute à la confusion, à la sensibilité des positions d'arbitrage sur les options. Il y a tout un tas de facteurs qui font que ça amène de la volatilité. De plus, comme tu l'as dit, en effet, la période n'est pas propice aux initiatives, puisqu'on s'approche de la fin d'année. Les hedges, ils ont déjà booké leur année. Les gérants, ils veulent plus rien faire. Sauf ceux qui se disent je suis passé pour un andouille, j'en suis quand même pas. Donc, je vais essayer de montrer ce que je suis capable de faire. Donc, prendre un risque peut-être d'acheter des belles valeurs, etc. Enfin, c'est des situations d'opportunité potentielles, mais pas évidentes à prendre. Enfin, je veux dire, c'est tellement violent qu'on a toujours ce petit coup d'attente et d'hésitation. Et parfois, qu'est-ce qui se passe derrière ? Poum, ça repart comme une balle. Là, je pense qu'avec des nouvelles comme celle-ci, on peut se dire qu'on a le temps, quelque part. Je ne vois pas coup d'arrêt, quand même. Oui, je ne vois pas du tout le marché repartir au-dessus de 6006 rapidement, par exemple. Enfin, je serais étonné. Maintenant, on s'attend à tout. On en a vu d'autres, mais dans le scénario principal, voilà, le marché a pris un petit coup. Maintenant, 6550, c'est peut-être un point haut temporaire. Voilà, 6004, 6550, là je donne vraiment exprès un niveau de 3% d'écart, c'est pas beaucoup. Donc un truc serré, fourchette serrée, pour imaginer comment on pourrait évoluer. La vol implicite, elle n'avait pas beaucoup baissé en effet quand le marché s'est retrouvé en haut. Et la vol implicite ne monte pas vraiment non plus beaucoup, alors que le marché a reperdu 300 points. Donc, vous voyez, ça prouve que les acteurs, les investisseurs, donc les acteurs des marchés sont vraiment préparés à tout, ils imaginent tout. Parfois, ils l'attendent avec impatience. Là, ils l'ont attendu longtemps. Attendez, on a quand même une hausse incroyable. Et comme d'habitude, quand ça arrive, boum, c'est violent. Et il ne faut pas surinterpréter négativement cette baisse. Les marchés, globalement, ne sont toujours pas vulnérables. La hausse, peut-être illogique, tout ce que vous voulez. Moi, ce que je vois, c'est comment les fondements de la hausse sont faits. La hausse n'est pas, si vous voulez, n'a pas créé une vulnérabilité du marché. Il n'y a jamais eu de complaisance. La volatilité implicite est restée toujours élevée. Donc, elle s'est accompagnée d'une hyper méfiance. Quel finish 2022 quand même, Philippe ? Oui. Non mais... alors ça fait 2 mois ou un peu plus qu'on vit dans le rallye des actions européennes, etc. Mais encore une fois, il y a 2-3 mois en arrière, c'était difficile d'imaginer un finish comme celui qu'on vient de connaître. Je ne parle pas des 2 derniers jours, je parle des niveaux qu'on a pu atteindre sur le CAC 40. Et même, je regarde toujours en pensant à vous, le CAC 40 dividende réinvesti, Philippe, qui est en baisse d'à peine quelques pourcents depuis le 1er janvier. Eh bien oui. Vous lisez dans mes pensées. Car j'avais attaqué par un souvenir du 17 décembre 2021 où j'étais assis à cette place et on commentait la clôture de l'échéance décembre 2021 à 6925. Mardi, à 15h, on était à 6825. Je me disais... Magnifique. Alors là, Christine, tu as une magnifique occasion de parler pour ne rien dire. Ta mission, c'est 6925, vendredi. Ne dis rien, n'annonce rien. C'est ni oui ni non, bien au contraire. Et le marché, il va aller se chercher les 6925 d'ici vendredi. Facile. C'était merveilleux. Quant au CAC 40 dividende réinvesti, oui, lui avait déjà retrouvé ses niveaux de décembre 2021. Autrement dit, il n'y a pas eu de guerre. L'inflation... au 17 décembre 2021, elle était de 4,5 en Europe. Aujourd'hui, elle est de 10, Bon, il ne s'est rien passé, il n'y a pas d'inflation. Le coût du kilowatt était à 50 €, normal. Aujourd'hui, il est à entre 450 et 600.
Il s'est rien passé depuis le 17 décembre. Si, il s'est passé que les bénéfices des entreprises en Europe ont gagné 20% cette année, Oui, Philippe. alors j'attendais cette objection et donc je dégaine ma carte Total Energy. C'est grâce à Total Energy qu'effectivement les bénéfices apparemment, globalement, auraient fortement progressé. Ah, Et Pax si- Total, oui, Eh oui. ben voilà. Oui. Donc si on retire Total et si on retire LVMH, on est sur une stagnation quand même. Donc on n'est pas sur une Et- croissance de 20. Donc déjà, ça fait une différence énorme de dire 20 et puis ensuite à la réflexion, ah ouais, c'est vrai que sans Total et sans LVMH, ça fait 0. Ah bah ouais. Mais alors comment le marché se maintient voilà, au firmament ou tout près alors que Monsieur Valois de Gallo aujourd'hui nous annonce que bon, ça va être pénible, hein, ça va être compliqué le début de l'année 2023 et que l'inflation fera peut-être son pic courant premier semestre, voire peut-être à la fin. Bon, autrement dit, on n'est pas prêt de nous resservir le narratif. La BCE n'attend que l'occasion de commencer à rebaisser ses taux. Ça va pas arriver Peut-être tout de qu'il se suite. trompe. Non, mais enfin, c'est une hypothèse, Non, mais, mais peut-être qu'il se Les trompe. marchés se trompent. Ça fait Non, mais je parle de la Banque centrale, Oui, oui. pas des marchés. bon, elle se trompe déjà avec le taux d'usure. Bah, Ça, je pense que derrière, il y a une véritable intention. Donc, ils nous racontent bien ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, d'un seul coup, si les marchés doivent faire face au décuplement du coût du mégawatt, à une inflation qui est encore le double de ce qu'elle était il y a un an, et avec des bénéfices qui ne vont certainement pas croître en 2023, sauf si Total fait à nouveau une année fantastique avec du pétrole à $100, ce qui ne sera pas une bonne nouvelle pour le reste de l'économie. Je dois dire que pour l'instant, on a, en reperdant 6% sur les plus hauts là, en quelques jours, je dirais même en quelques heures, puisque en 20 heures de cotation, on perd plus de 6%. Donc effectivement, on fait déjà un premier mouvement. On est revenu au niveau du 8 novembre. Voilà, donc on a effacé, j'ai compté, donc il y a eu 18 séances de hausse et 3 séances de baisse. Bon, les 3 suffisent. Oui, bah voilà. c'est souvent comme ça. C'est Voilà. souvent Alors, sur une ou deux séances alors, que le mouvement se fait, Alors, d'une certaine manière. Là, je vais venir un petit peu contredire Jean-Louis dans le fait que le marché n'est pas vulnérable. Dans sa construction, c'est vrai. Mais j'ai repris aussi les chiffres de l'activité entre le 30 septembre 2021 et le 17 décembre. Et l'activité, c'est-à-dire les acheteurs donc qui participaient à la construction haussière, c'est simple, les volumes d'achat réels étaient le double de ce qu'on a depuis 10 semaines. Donc on a monté complètement dans le vide. Alors effectivement avec une grande méfiance. Donc tout le monde se couvre forcément, puisque quand on ne comprend pas le mouvement, puis qu'on découvre, excusez-moi le terme, et maintenant qu'on sait que Madame Lagarde n'annonce aucun pivot et aucun assouplissement, donc tout le narratif sur les banques centrales vont pivoter, c'était vraiment du bullshit. C'était vraiment pour justifier des hausses que personne n'était capable de justifier. La vérité, quel gérant pouvait dire « Ah oui, effectivement, la fin d'année 2022, ça s'annonce bien pour 2023 ». Enfin, ça n'a aucun sens. S'il n'y avait pas ce narratif du pivot de la Fed, enfin, le CAC serait peut-être même pas repassé au-dessus de 6003. Soyons honnêtes. Le marché persiste et signe. Il voit toujours un pivot de la Fed courant 2023. Enfin, le pricing de ce point de vue-là n'a pas changé. Ensuite, il le verra en décembre 2023, puis en mars 2024. Non, mais pour l'instant, ça n'a pas bougé. À partir de mi-2023, la Fed pourra commencer à envisager de baisser ses taux. C'est ce que dit le marché depuis plusieurs mois et continue de le dire, y compris au lendemain ou quelques jours après la dernière communication de la Fed. Cette promesse merveilleuse, on descend dans le terrier au pays d'Alice, au pays des merveilles. J'en sais rien. Il y a un an, il fallait absolument pas écouter les banques centrales, il fallait pas les croire sur l'inflation, et puis maintenant, il faut absolument écouter tout ce qu'elles nous disent, et tout ce qu'elles nous disent, et parole d'or, et voilà. donc... on croyait vraiment très très moyennement à l'inflation transitoire, et là maintenant, on croit dur comme fer à quelque chose qui effectivement justifie de maintenir les marchés en lévitation. Bon, il y a un moment où, je sais pas, peut-être qu'on va revenir un petit peu à la réalité. Moi, je pense que le marché et Jérôme Powell sont en contradiction. Philippe, le problème, c'est que sur le plan, donc justement, de cette construction, etc., la logique fondamentale était en divergence totale avec la logique des prix. Et ça, on l'a tous dit. Non, mais toi, tu le dis encore plus violemment avec tes mots à toi. Et moi, je suis d'accord avec ça. Attention, moi, je le note dans ma réflexion, dans ma constatation de la situation. Mais justement, dans cette hausse, s'est mis en place des vendeurs à découvert. Soit des vendeurs à découvert secs, soit des vendeurs à découvert, c'est-à-dire des vendeurs, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas suffisamment acheteurs.
Et tout ça représente une masse de rachats sur des replis. Je n'ai pas arrêté Et donc de c'est souligner pour ça la hausse s'est qu'on faite. risque d'avoir encore des divergences justement sur. Mais c'est pas normal que le marché tienne, etc. Non mais le marché s'est construit, la hausse s'est construite en prenant systématiquement à contre-pied les vendeurs à découvert. Je peux te citer les dates. 3 octobre, Oui, mais- 13 octobre, 10 novembre, Oui, bah, et on a failli forte, l'avoir le jour de CPI, le chiffre de 13 l'inflation. le 13 Jour décembre. d'inflation, c'est ça. Toujours Ouais, ces ouais. jours-là. Bon, mais en fait, ce qui s'est passé mardi, c'est le symétrique de ce qui se passe le 3 octobre. Ouais. C'est-à-dire les vendeurs voient le CAC enfoncer, casser les 5008. On plonge de -3 quand même en matinée. Et on C'est 6008. Ouais, 5008. Le 3 octobre, c'est 3 octobre, pardon. 5008. Oui, oui. On attaque à -3 et on finit la séance Oui. à +2. Voilà, c'est un contre-pied orchestré. Et effectivement, quand il n'y a pas de volume, qu'il n'y a aucun acheteur, que personne ne veut acheter, le seul moyen de prendre de l'argent sur le marché, c'est de le prendre à ceux qu'on va faire craquer en les retournant comme des crêpes. Romain, commentaire, réaction. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu des forces sectorielles là, en cette fin d'année, de la hiérarchie sectorielle? Est-ce qu'il y a des secteurs forts sans aucun doute? Est-ce qu'il y a des secteurs toujours très faibles? Enfin, comment on lit le marché à travers les indices là? Alors déjà, ouais, effectivement, un commentaire. Je pense qu'il y a effectivement, et depuis longtemps, décalage entre la théorie économique et ce qui se passe sur le marché. Et c'est pour ça qu'on essaye, nous, plutôt de lire ce qui se passe du côté de la construction et des investisseurs que de l'autre côté. Oui, injecter autant de liquidités dans le marché, ça le fait surchauffer et on est en risque globalement. Mais est-ce que le risque va se matérialiser tout de suite? C'est pas ce qu'on lit dans l'immédiat, en tout cas, nous, à ce stade-là. Et on voit plutôt des choses fortes qui se mettent en place sur d'autres valeurs, d'autres secteurs. Les taux et les taux hauts, ça change le paradigme complètement. Et on entre, à mon avis, dans un nouveau cycle. On a eu 10 années de cycle sur les technologiques, notamment, et chez nous, le luxe. Ça ne veut pas dire que toutes les technologies seront achetées dans les 10 prochaines années, ni tout le luxe. D'ailleurs, on voit des dissensions commencer à se créer, justement, pour répondre un peu à la question sectorielle. Hermès et LVMH se portent extrêmement bien. Incroyable. Kering a un mal fou et L'Oréal, c'est mitigé. Donc, je pense qu'on ne pourra plus acheter, en tout cas pour l'instant, des paniers entiers et que ce ne seront pas les leaders des 10 dernières années qui seront les mêmes. Ça ne veut pas dire que parmi les leaders, il n'y en a pas qui vont rester. En revanche, il y a des choses qui se mettent en place et on voit des valeurs comme Michelin qui ont des parcours intéressants. Alors si on va chercher un peu plus loin, on sait que toutes les voitures électriques consomment plus de pneus. C'est 15 à 20% d'augmentation de pneus parce qu'on a une accélération plus linéaire et ça utilise plus de pneus. Moins de freins, mais plus de pneus. Donc il y a des technologies qui se mettent en place et c'est green Michelin. Et donc il y a des choses qui sont des valeurs qui étaient oubliées, qui n'étaient pas sexy depuis des années et qui pourraient repasser. Il y a de nouveaux statuts qui se construisent autour de certaines valeurs. Et on le voit, Michelin, elle a très peu baissé dans le mouvement de baisse des 2 derniers jours. Elle perd 2% quand STM perd 4%, ou Cap, Gemini aussi. Donc il y a des choses qui se mettent en place de ce côté-là. Si on veut voir les secteurs forts en ce moment, il y a le secteur, c'est assez timide, mais le secteur bancaire, là, on l'a vu, une bonne tenue des banques aujourd'hui, la finance, l'industrie notamment qui sortent. Après, pour le côté sectoriel, il n'y a pas des choses très très fortes non plus. Il y a un endroit qui devient intéressant, genre, je le dis doucement parce que ça fait toujours un peu peur, c'est la Chine. La Chine, on sait très bien qu'il peut y avoir un changement politique en quelques heures qui va faire basculer les choses. Mais en revanche, de le faire sous forme de panier de valeurs, de façon large et avec une pondération qui n'est pas trop importante, puisque la volatilité se maîtrise avec de la pondération qu'on met dans son portefeuille, c'est du money management. Et moi, je trouve qu'il y a eu quelque chose d'intéressant, c'est que au moment où le gouvernement chinois a reculé, au moment de la grogne, puisqu'ils ont commencé à assouplir leur politique sanitaire, et on a vu le gouvernement reculer un peu. Ils n'ont pas aimé qu'on entende sur la scène internationale le fait que Xi démission, et ça a fait quelque chose. Et donc, autant je ne pense pas que le ton reste moins dictatorial, autant je pense que ça ouvre une brèche dans un gouvernement qui est obligé de faire quelques concessions. Même si je pense que la zone reste dangereuse et que ça se tourne vers une politique auto-centrée et une défense interne qui fait que ça reste difficile, mais il y a des affaires vraiment intéressantes. Et le mouvement qu'on a déjà vu, parce que le Hang Seng a dû reprendre 30% peut-être sur la séquence, vous dites c'est un mouvement sur lequel on peut encore capitaliser un peu. Mais il y a même, à mon avis, des niveaux de throwback qui peuvent être utilisés là. Donc throwback, retour sur des structures de retournement haussière, et on va s'appuyer dessus. C'est là on va voir si on peut rentrer ou pas, mais graphiquement et techniquement, il y a des choses à faire. Et on l'a vu avec du volume. Et oui, et puis il y a une économie qui est forte, et il y a une réouverture qui pourrait
se faire mettre progressivement en place et permettre de revenir sur des valeurs qui sont très, très, très sous-cotées. Donc, individuellement, sur les titres, c'est peut-être compliqué. Sur forme de panier de valeurs, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, ça peut faire partie des secteurs. Il y a aussi, à mon avis, du côté de l'énergie, toujours des choses à faire. Le Brent a bien retracé. Il a maintenant tracé un canal baissier. Il évolue au sein d'un canal baissier depuis le mois de mars. On a vu la borne basse aux alentours de 73-14. Il a rebondi dessus. C'est pas encore un signal de retournement haussier, mais la borne basse a été respectée. Et il y a l'indice des matières premières CRB qui revient toucher sa ligne de tendance haussière de moyen-long terme. Donc ça aussi, ça peut être intéressant d'avoir une exposition. On voit l'argent qui réagit très bien depuis plusieurs jours. L'or aussi, qui bute sous 1814, mais l'argent qui a rebondi sur 22,20, qui bute contre 24, 24,20, 24, 90, et qui a encore de belles histoires. On sait toujours. Ça fait un moment que vous êtes constructif sur l'argent, Romain. Complètement, ouais. Et c'est une de nos grosses allocations. On a allégé une partie de nos positions stratégiquement à 24, et la position dynamique, mais on continue à racheter les replis et elle travaille dans le sens haussier pour des extensions qui peuvent aller jusqu'à 25 sans problème, voire 29 dans les mois qui viennent. On sait que c'est indispensable dans l'industrie et dans la transition énergétique, et c'est le dernier volet d'investissement qui s'ouvre. À mon avis, il y a de très belles histoires qui vont se mettre en place dessus. Il y a des small et mid caps qui seront intéressantes pour les années et mois qui viennent. Probablement, on voit que c'était un secteur très en retard, ça bouge, et justement le secteur est un peu secteur fort depuis quelques jours maintenant. Il y a de l'intérêt, même si on a une consolidation qui se met en place. On voit des histoires qui se mettent en place de ce côté-là. Et puis reste un volet possible, c'est la value. Moi, j'y crois. Ben ouais, ben oui. Ben ça a été une année value, déjà, il faut le noter, hein, et pas juste pour quelques jours, hein, ça a duré plusieurs mois, la surperformance value par rapport au thème ou au style croissance. Jean-Louis, en matière de picking, là, est-ce qu'il y a des actions avec lesquelles vous êtes particulièrement confortable aujourd'hui, au regard du parcours qu'elles ont pu avoir en 2022, et sur les small et mid, est-ce que l'intérêt peut revenir? Est-ce qu'on a les prémices de quelque chose sur un marché déserté, et pas juste en 2022, hein, ça fait quand même plusieurs années que c'est compliqué pour ce segment des small et mid qui est en perdition. Non, mais les perspectives, si vous voulez, d'un ralentissement économique pour les mid et small, c'est vraiment pas bon. Ça fait peur. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur des augmentations de capital. Même à moins 20, là, en fin d'année, on n'a pas intégré. C'est pas. Si, on a intégré. Bah, oui. Mais c'est qu'est-ce qui va faire le retour d'intérêt? La psychologie des investisseurs, vous dites, sur ce segment-là, elle peut rester encore négative. Ah oui, un bout de temps. Déjà, globalement, les actions devraient rester sous pression, avec ce qui vient de se passer, les taux qui remontent, etc. Le ralentissement économique. Donc les mid et small, non, vraiment, à moins d'aller chercher des valeurs qu'on connaît bien et où on sait des choses que si on, je sais pas moi, je dis pas qu'on est initié, mais si on a vraiment des choses intéressantes. C'est compliqué. Moi, j'avoue que là, à chaque fois qu'on tente des trucs, de toute façon, ça marche pas, ou ça va très vite. Oui, ok, on gagne 30%, ou on perd 10 parce qu'on a mis un stop, mais si on met pas le stop, c'est une catastrophe. Non, il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de volume, il n'y a pas de régularité. Donc, il y a de moins en moins de monde sur le secteur, il faut le dire là. En plus, il y a plein d'augmentations de capital réservées. Regardez ce qu'a fait Carmat la dernière fois encore. Il y a plein de trucs qui sortent du chapeau comme ça, donc sans droit de souscription. Donc ça ne plaît pas. Oui. Après, si on considère que les actions vont être sous pression, il faut aller vers le défensif. Ouais, c'est évident. Je pense que là, à court, moyen, long terme, enfin long terme, à quelques mois, l'agroalimentaire, par exemple, pourrait surperformer, mais c'est pas non plus exploser. Les bancaires, par exemple, les bancaires sont très sensibles au ralentissement économique. C'est pas bon, etc. Mais les taux, c'est pas mal. Alors, on peut avoir un trou d'air sur les bancaires. Et je pense que c'est, avec les rendements de BNP, par exemple, je pense qu'il serait peut-être, même certainement intéressant, si elles font un petit trou d'air supplémentaire, d'aller dessus, par exemple, d'aller chercher des bancaires. Oui. Mais bon, il va falloir naviguer au gré des vents. Hein. C'est un peu obligatoire. Il n'y a rien qui, en tout cas, semble évident. Moi, ce que j'avais envie de faire il y a 2 jours, quand j'ai vu des études, moi, après, je regarde le graphique, les études, le Kering, je l'ai shorté, et puis voilà. On continue de shorter Kering. Bah oui, parce que... Je me souviens, ça a été la valeur août 2021. Romain, vous vous en souvenez comme moi. C'est
peut-être la première alerte qu'on a vue De retournement. avant même, c'était avant même le top du Nasdaq novembre 2021. C'était rentrée septembre 2021, boum, alerte sur le luxe et Kering mène l'alerte sur le luxe. Avec des Et depuis, voilà, Ah oui, non, on mais- continue de shorter quoi. 30% de baisse et des volumes Ouais. 3 fois supérieurs à la moyenne. C'était un Ouais. vrai warning, un vrai changement de paradigme. On a shorté à 502, c'était hier, donc je l'ai vu. Hein. Et l'idée, c'est d'aller chercher les 440, oui, pourquoi pas, ça peut aller vite. Hein. C'est une valeur. On sent qu'il y a quand même une dégradation. Moi, les trucs que j'ai lus, les papiers, c'était quand même dégradation 2022, 2023, 2024, moindre progression, moindre. Non, c'est pas formidable. Pour Kering. Pour une valeur, Oui, oui. déjà cher payé quand même. Ouais, bien sûr. Oui, Romain. Oui, il y a des small et mid qui sont intéressantes. Enfin, on voit des très beaux parcours comme Samsey. Il y a Score qui a très bien performé depuis quelques temps. Micropole, alors c'est pas des très petites small, mais c'est C'est gros pas. Esker, Katana. Oui, c'est pas des micro-caps. C'est pas Oui. des micros. Non. Non, mais Oui, des parcours oui, c'est des valeurs qui sont dans les radars de Voilà. tous les gérants, Exactement. ça, bien sûr. Trigano aussi. Oui. Il n'y a pas que le CAC 40 et en dehors, il y a même des c'est pour ça que je dis small et mid et il y a des valeurs qui sont quand même intéressantes et des parcours qui sont des structures de retournement. Ouais. Non. Esker, elle disait par 3 quand même. Hein. Ouais, c'est pour ça. Bon, elle remonte. Ouais, Philippe. elle est remontée beaucoup. Vos réactions, je veux bien qu'on dise un mot de l'euro-dollar aussi. Enfin, des devises. Le pic du dollar. On change de thème. Je veux bien. Ouais. Pic du dollar, ça aurait été un des faits marquants de cette fin d'année, ça y est. C'est surtout le pic de l'euro face au dollar mardi. Une fois encore, on en revient à cette séance pivot. Je dis, le mardi 13 décembre, c'est le symétrique exact du 3 octobre. Hein. Voilà, vous regarderez sur un graphique. Il y a eu un top 10 jours, enfin le 1er décembre, 10 jours avant le 13 décembre, et derrière ça plonge et tout est bouleversé également sur le marché des changes. Vous regardez le 3 octobre, vous aviez un creux 10 jours, ou non, un peu moins, une semaine avant que d'un seul coup, ça se retourne, et vous avez à nouveau, là aussi, des turbulences monétaires. Donc là, hier, c'est des turbulences, ou avant-hier, c'est des turbulences monétaires extrêmement fortes, puisqu'on fait dans la même séance 1,0735 face à l'euro. Enfin, l'euro, il attaque à plus de 1,5 le dollar, et 2 heures plus tard, on est à 1,0575. Enfin, c'est juste énorme. Il s'est passé en 2 heures ce qui se passe normalement en 2 mois. Hein. Si vous avez un écart de 2% sur le dollar, l'euro-dollar, 2 mois, bon, on dit que c'est un marché qui vit, quoi. Mais là, en 2 heures, ça va vite. Ça s'appelle des portes de saloon. Le dollar-yen, le dollar, il chute et il reprend derrière. Il finit à plus 2 face au yen, plus 1,80 face à la livre sterling. Là, c'est des mouvements titanesques. Quand vous pensez, en plus de ça, au levier qu'il y a, chaque pipe rapporte déjà quelque chose. Quand vous avez 200 pipes dans la séance, enfin, l'année, elle est faite pour celui qui est dans le bon sens. Sérieusement. Si vous êtes dans le bon sens, vous faites votre année en 2 heures. Mais est-ce qu'on réalise ce que ça implique pour le commerce extérieur, etc. C'est juste énorme. Oui, alors après, le commerce extérieur, il ne dépend pas de mouvements comme ça à la minute ou à la seconde. Oui, mais comme les boîtes sont couvertes. Et ben voilà, tout le monde est couvert, donc il y a un moment où les couvertures s'exercent. Et vous vous retrouvez quand même en disant, mais finalement, si je n'avais pas bougé entre 15 et 17 heures, il ne serait rien passé. Et puis vous êtes obligé d'agir, parce que c'est des mouvements, c'est du paroxysme. Hein. Quand on dépasse les 100 pipes en quelques minutes, forcément, il y a des gestions qui s'ajustent. En termes de tendance. Donc, alors d'expérience, quand on commence à voir en plus de ça, en plus de la volatilité boursière, que vous avez derrière de la volatilité sur le Forex, généralement, c'est quand même pas un signe de sérénité pour les marchés. Et donc, pic du dollar ou pas ? Je pense, enfin moi je verrais bien le dollar revenir vers 1,01 face à l'euro. Ah ouais, donc on n'enterre pas le dollar là. On n'enterre pas le dollar. L'année prochaine, où sera la récession ? Elle sera aux États-Unis ou elle sera en Europe ? Je sais pas, peut-être dans les deux. Non, aux États-Unis, le risque, c'est clairement l'immobilier, le crack immobilier. Donc là, dans ce coup, on perd des centaines de milliers d'emplois, forcément. Bon, ça pèse. Mais les entreprises américaines vont pas manquer de pétrole, vont pas manquer de gaz. Une entreprise américaine ne va jamais payer son mégawatt $500. Non. Voilà.
Donc nous, on ne sait toujours pas comment se sortir du système de pricing de l'énergie en Europe. Donc malgré 3 fois 50 points de base de hausse de taux supplémentaires signalés explicitement par Christine Lagarde hier, vous dites qu'il y a une chance que le dollar soit un peu plus fort dans quelques mois contre l'euro. Ah mais j'en suis convaincu parce que la croissance, enfin le différentiel de croissance se fera en faveur des États-Unis, à n'en pas douter. Je ne suis pas sûr que le pétrole baisse énormément, parce que si on se place du diesel russe, il va falloir qu'on en trouve ailleurs à partir de février. Donc on va avoir besoin de dollars, et le commerce avec les États-Unis sera certainement beaucoup plus étoffé qu'avec l'Europe. Bon. Convergence ou divergence sur la vue de Philippe? Oui, convergence. Oui, d'accord, avec le dollar qui peut reprendre là encore? Qui peut reprendre un petit peu. Oui. En fait, on a eu l'euro qui se comporte de façon un peu compliquée à lire parfois graphiquement. Là, était très propre. Il a fait une structure de retournement haussière. Il est allé taper sa cible 1,0694. La résistance majeure à 1,0720. La borne haute du canal haussier au sein duquel il évolue depuis plusieurs semaines maintenant. Et donc, il arrive en plus sous une oblique baissière de long terme qui est active depuis 2008, qu'on avait essayé de déborder en 2021 et qu'on a intégré récemment. Ça fait beaucoup de points et beaucoup d'éléments pour lesquels il y a au moins une pause qui va se mettre en place à court terme. Et alors, on n'a pas de signaux de retournement dans l'immédiat, mais en tout cas, on ne voit pas très bien comment déborder ce niveau-là à très court terme. Donc oui, probablement, au moins une pause et une petite hausse du dollar dans les jours qui viennent, et probablement oui. Bon, sur la tendance euro-dollar, alors, Louis. moi, je pense que le dollar a fait son point haut. De toute façon, je suis passé neutre au-dessus de 1 et acheteur au-dessus de 1,02. D'accord. Voilà. Donc c'est clair, je suis acheteur. Donc j'achète les replis. Les taux, en effet, si les taux montent davantage dans la zone euro, ça profitera à l'euro. Ok, il y a des problèmes de croissance économique, etc. Mais, encore une fois, je vais un peu taquiner Philippe, mais la vision purement économique ne fonctionnera pas. C'est, encore une fois, il y aura peut-être des il y a beaucoup de déterminants sur les devises, et ces déterminants évoluent. Oui, en plus, fluctuant. ça fluctue, notamment là. Mais non, pour l'instant, en tout cas, sur le plan technique, c'est acheteur. Là, j'ai proposé un retournement en dessous de 1,0160. Vous voyez, donc, oui, c'est loin. Non, c'est pas loin. Ah bon, c'est pas loin. Ah bon. On est à 1,06. Donc 1,0160, c'est des retournements long terme. Hein. J'étais placé acheteur au-dessus d'un 0,2. Donc, vous savez, on met le paquet, on allège un peu, on laisse porter quelque chose, on travaille acheteur. Au bout d'un moment, on se fragilise un peu. Imaginons qu'on se descende vers 1,04. Alors, on va être peut-être plus prudent. Et entre 1,04 et 1,02, j'entends. C'est 200 pips. Donc, parfois, ça se fait en une journée. Philippe, ça peut se faire en une journée. Donc, bon... pour l'instant, c'est vrai que de toute façon, la visibilité, globalement, elle n'est pas extraordinaire. De toute façon, quand est-ce qu'elle le sera bonne maintenant, c'est difficile à dire, mais il y a beaucoup de possibilités. La guerre en Ukraine qui peut s'arrêter. Il faut espérer qu'à un moment donné, ça s'arrête. Ça serait vraiment le booster pour l'euro. Là. Voilà, ça peut apporter vraiment... Ça peut faire passer un 0,770. Oui, et là, ça peut faire exploser l'euro. Enfin, en tout cas, le renforcer d'une manière... Oui, l'exploser à la hausse. Hein. Voilà. Oui. Oui, Parce que quand on dit exploser l'euro, avec l'histoire de la zone euro derrière nous, il ne faut pas se méprendre. C'est vrai. Dernier tour de table rapide, parce que ça a été quand même le fait marquant de cette année, ce bear market généralisé. Est-ce que les gros points bas qu'on a vus sur les indices majeurs, c'est des points bas qu'on laisse derrière nous en 2022 ? Est-ce que vous avez une conviction forte par rapport à cette question, Philippe ? Je dirais... Vous pouvez botter en touche ou dire que c'est 50-50, hein, j'en sais rien, mais j'aurais tendance à dire, ce qui m'intéresse, c'est votre conviction. Joker, on revoit des points plus bas que ceux qu'on a vus fin septembre. C'est simplement la répétition de scénarios qu'on a pu voir 2000, 2008, une correction qui aurait duré même pas 12 mois, même pas, et qui n'aurait pas été en deçà de moins 20 sur les valeurs françaises. Dans l'histoire, après un quadruplement du CAC, ça s'est jamais vu. Enfin, voilà. Donc, on s'en tirerait phénoménalement bien avec 11 mois, finalement, de bear market, 20% de perte maximum, totalement, d'ailleurs, effacé, comme j'ai dit, et ça a été vrai, sur le CAC GR. On est revenu le 13 décembre, exactement au niveau du 17 décembre 2021. C'est un miracle. Donc, attention, oui. Pas sûr que les points bas soient... En tout cas, n'appartiennent qu'à 2022. Le marché est capable de baisser 9 semaines. De monter 9 semaines, pourquoi ne serait-il pas capable d'en faire autant dans l'autre sens ?
Conviction à ce stade, en ce 16 décembre 2022, est-ce que les points bas sont derrière nous? Répondu. Oui, je pense que les points bas sont derrière nous. Il y a des éléments de la hausse, du volume dans les mouvements de hausse, le 10 et 11 novembre notamment dernier, des histoires qui se mettent en place sur les valeurs qui avaient moins performé les dernières années. Non, ça peut secouer un peu en début d'année autour des trimestriels, mais je pense que pour la suite, oui, il y a des éléments positifs et encore une fois du cash, des envies d'acheter sur repli, du scepticisme et du pessimisme toujours. Qui sont bons pour la naissance des bull market. Oui. La renaissance des bull market. Oui, il y a les ingrédients pour l'instant, toujours de la couverture dans les portefeuilles, des structures graphiques qui sont intéressantes. Qu'on aille consolider, reformer un deuxième point bas, ce serait pas mal, pas aussi bas, mais un peu pour faire quelque chose de plus solide et des structures plus amples. Renaissance du bull market, ou on peut revoir les points bas qu'on a vu cette année, Jean-Louis? Revoir les points bas, disons les 6000 par exemple, c'est possible, mais si vous voulez, moi je pense qu'en 2023, on est tellement dans la bérésina aujourd'hui qu'en 2023, on va jouer la sortie des emmerdements. Le mur des craintes. On va monter le mur des craintes. Voilà, c'est ça. On va espérer des situations en amélioration en Ukraine, sur les taux, sur l'inflation. Donc je pense que les paris qui vont être pris seront des paris plutôt positifs. Voilà. Merci messieurs, merci d'avoir participé à cette dernière échéance de cette année 2022. On vous retrouve en janvier 2023 pour la première échéance de l'année prochaine. Philippe Béchade avec nous, Jean-Luc Hussac et Romain Daubry, les trois sorciers, chaque troisième vendredi du mois dans Smart Bourse à 17h.